Qu'est-ce Pardon. que je pourrais vous dire pour introduire cette table ronde? Eh ben, peut-être trois choses. D'abord, merci d'avoir pensé à moi pour animer donc cette première table ronde de la journée. Ensuite, mes excuses de ne pas pouvoir participer aux sessions de l'après-midi qui ont l'air très prometteuses, mais j'ai cours à midi et demi et ensuite un certain nombre d'autres engagements. Et puis surtout, ma joie de voir que quelques-uns de nos étudiants en traduction ont finalement pu s'inscrire à ce colloque, parce que je crois que c'est vraiment important de considérer comme complémentaire la formation, le monde professionnel et la recherche. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel je pense on n'insiste jamais assez. Il ne faut pas de cloison, il faut des étayages et des circulations, puisque la problématique, c'est quand même de faire en sorte que les innovations qui viennent de la recherche arrivent jusqu'à la vie professionnelle et aux utilisateurs via la formation. Et que c'est en impliquant chacun de ces acteurs qu'on peut rendre le meilleur service à la société. Alors cela étant, nous voilà réunis donc jusqu'à midi pour cette table ronde numéro 1 consacrée aux théories de la traduction automatique. Et effectivement, de théorie au sens de prise de conscience des enjeux, on en a bien besoin. Parce que s'il y a deux sujets sur lesquels il est très tentant de dire n'importe quoi, c'est bien la traduction tout court et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la traduction automatique. Je pressens qu'il va beaucoup être question au cours de cette table ronde et du reste de la journée de massification, de puissance de calcul, d'accumulation exponentielle des connaissances. Le contraire serait un peu étonnant. Mais on a peut-être surtout besoin de clarté et de synthèse pour prendre la hauteur nécessaire par rapport à ce raz-de-marée des mégadonnées et des technologies de rupture. Et ce sera donc le rôle des trois participants à cette table ronde, qui vont donc chacun s'exprimer globalement 20 minutes. J'aurai mon chronomètre à la main, et puis ensuite, une fois que chacun des trois se sera exprimé, on pourra avoir un débat effectivement avec la salle virtuelle via la fonction conversation, et pour ceux qui peuvent lever la main virtuellement, cette fonction-là. Et donc, nous écouterons successivement Jean-Louis Vaxelaire, Aurélien Talbot et Jacques Coulardeau. Donc, je vais d'abord présenter donc Jean-Louis Vaxelaire, donc, qui enseigne la linguistique depuis plus d'une vingtaine d'années, d'abord à Paris, à l'université qui s'appelait à l'époque Paris 7, mais aussi à Villetaneuse, Paris 13, à l'ESIT, à l'INALCO, et puis ensuite à Chypre, et aujourd'hui à Namur. Et donc, tes travaux, Jean-Louis, portent principalement sur les noms propres, l'épistémologie de la linguistique et la traduction. Et j'ai l'intuition que tu as des doutes sur la nouveauté des nouvelles versions de la traduction automatique, mais tu as la parole. Ok, merci. Alors, dites-moi déjà si ça marche. Hop. On t'entend. Bon, on m'entend, c'est déjà ça. Et maintenant, Et ça marche. ça marche. Bon, sauf que là, j'arrive. Ça me bloque pour relancer. Bon, si je fais ça, voilà. C'est bon? Oui. Ok, merci. Alors, moi, ça m'intéresse, en fait, cette question de la traduction automatique du point de vue de la linguistique. C'est-à-dire comment ça marche et pourquoi ça marche aussi. C'est ça qui m'intéresse, parce que c'est évident que ça fonctionne très bien aujourd'hui. Pour l'anglais, en tout cas, il n'y a aucun doute, ça marche très bien. Mais évidemment, ce qui m'intéresse, moi aussi, c'est est-ce que ça marche aussi bien avec d'autres langues? Et c'est pour ça que je pose la question, est-ce que ces progrès qui sont évidents, est-ce qu'ils sont en trompe-l'œil ou non? Alors, hop là, oh là, oh là, par contre, ça c'est pas normal. Là, c'est... On a toujours ta première page, là. Ah, parce que moi, je m'entends. Bon. Alors, on peut peut-être couper nos micros, respectivement. C'est peut-être un problème de diaphonie. Bon. Alors j'ai appelé ça une nouvelle aube parce qu'on voit vraiment dans les textes que c'est vraiment parfait aujourd'hui. Voilà.
L'optimisme qu'on a vu au début de la traduction automatique dans les années 50, on le retrouve à nouveau. Alors là, je cite par exemple une équipe de Google. Ils nous disent, mais nos résultats sont aussi bons que ceux de traducteurs humains. Alors quand on lit un peu l'article, on se rend compte que les traducteurs humains ne sont pas des professionnels. Bon, pourquoi pas. 2 ans plus tard, chez Microsoft, là, on va plus loin. On dit, mais ça y est, on est enfin arrivé. Notre traduction neuronale est largement supérieure aux traductions amateurs et comparable à celle des professionnels. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée que ça y est, ça fonctionne vraiment. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai un peu regardé les langues, ça m'intéresse, et donc les chercheurs de Google, ils travaillent de l'anglais vers le français, de l'anglais vers l'allemand. Ce qui est quand même relativement simple. OK, chez Microsoft, c'est un peu plus compliqué, c'est du chinois, mais il y a toujours l'anglais. Et donc, ma question, c'est ça. Et moi, c'est l'impression que j'ai. Vous voyez, quand je lis des études, chaque fois qu'il y a des bons résultats, il y a toujours l'anglais quelque part parmi les 2 langues. Et donc, est-ce qu'on est sûr que ça fonctionne lorsqu'il n'y a pas d'anglais, hein? C'est ça ma question. Donc, vous êtes d'accord, il y a tous d'autres langues que l'anglais. Donc, je vais en étudier 2, qui sont donc le turc et le luxembourgeois. Alors, le turc, c'est une langue intéressante parce que c'est une langue largement parlée. Il y a des millions de locuteurs, mais ce statut officiel n'existe que pour 2 pays, la Turquie et Chypre. Et encore, même à Chypre, c'est juste dans une partie du pays, parce que dans le sud, en fait, c'est une langue officielle, mais qui n'est pas utilisée. Donc voilà. La question, c'est forcément, il y a des corpus assez limités entre le turc et le français. Le turc et l'anglais, un peu moins, mais bon, il y en a quand même pas un nombre gigantesque. Alors, ça donne quoi la question du turc? Alors, je vais commencer par un exemple assez évident, c'est celui des expressions figées. Alors là, j'ai Denizden Babam Çeksa Yerim. Donc, vous voyez, 68 000 résultats. C'est quand même relativement utilisé, cette expression. Alors, chez Google, on a quoi? Je mangerai si mon père quitte la mer. Chez Microsoft, je mangerai. Alors là, on a un changement de temps, mais donc si mon père sortait de la mer. Je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse comprendre quel est le sens de cette expression avec ces traductions. Alors, je vous ai donné une traduction humaine, c'est « je mangerais même mon père s'il sortait de la mer ». Vous voyez, parce que c'est une expression qui veut dire, voilà, les gens aiment tellement les fruits de mer que même leur père, ils le mangeraient. Bon, vous voyez que là, l'expression figée fonctionne pas très bien chez Google ou Microsoft. Alors, autre problème, c'est qu'il n'y a pas de genre grammatical en turc. Donc, la différence entre il et elle est vite problématique. Alors là, je vous donne un exemple, c'est une disparition. Hein, je suis désolé, c'est un peu triste, mais bon. Donc, c'est une petite fille de 11 ans qui a disparu à Vienne. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais le 10 Viana, vous voyez, en fait, c'est l'arrondissement de Vienne. Et ça, on verra que les noms propres posent de gros problèmes. Alors, j'ai une première traduction sur Facebook, parce que j'ai trouvé ça sur Facebook. Alors, a friend's sister is lost, d'accord, donc sister, donc on comprend que c'est une fille. Donc, Gülce Pozan, 11 ans. She went out this morning because she went to school. Then there was no news from him again. Voilà, donc on est passé de she à him dans le même énoncé. Si on regarde en français, c'est pas mieux. Là sur Google, donc la sœur d'un ami est perdue. Hein, Pozan a 11 ans. 10 points, il reste à Vienne. Alors là, c'est devenu il. Il est parti ce matin parce qu'il est à l'école. Puis il n'y avait plus de nouvelles de lui. Vous voyez, donc là, le genre est complètement perdu. Ce qui est même gênant, vous voyez, dans un exemple où justement on est dans de la disparition. Hein, parce que si on cherche une fille ou un garçon, c'est pas la même chose. Et chez Microsoft, alors la sœur d'un ami est portée disparue, ok, il reste à Vienne, donc là à nouveau c'est devenu un garçon. Il est parti, alors là c'est parce que j'allais à l'école. Bon, pourquoi on a changé de pronom, puis on ne l'a plus jamais entendu parler. Voilà. Bon, dans tous les cas, vous voyez, ce problème de genre est difficilement gérable. Et ça, c'est un vrai problème du point de vue automatique, parce que autant un être humain arrive facilement à régler le problème, là, on voit qu'il n'y a pas de lien entre la sœur et la suite du texte. Alors, hop là, pardon. Alors, les noms propres. Je vous ai dit, les noms propres, ça cause de gros problèmes, tout simplement de découpage. Alors là, ce qu'on a au départ, c'est donc le docteur Buran Nalbantolu Devlet Asta et c'est le nom de l'hôpital. Et vous voyez que le docteur du départ, que ce soit chez Facebook ou chez Google, il reste au début du texte. Hein. Vous voyez, il n'arrive pas à le rattacher au reste. Alors, autre point gênant, c'est que donc on nous parle d'une personne là, qui est Yüksel Orda,
Donc, il faut donner du sang pour elle, d'accord? Et dans la traduction Facebook, eh bien, ce nom disparaît complètement de la traduction. Et donc, il faut quand même aller donner son sang à ce nom, sauf que le nom lui-même a complètement disparu de la traduction. Alors, chez Google, par contre, c'est beaucoup mieux, je pense. Hein, du sang O résus positif est nécessaire pour ma mère Yüksel Orda, hospitalisée à l'hôpital. Ceux qui sont voilà, là. Oui, donc ça, globalement, la traduction de Google, là, est bonne. À part le docteur qui est resté au début, c'est quand même, je trouve ça plutôt réussi. Que celle de Facebook est beaucoup plus problématique. Alors, on en revient à cette question dont on vient de discuter, hein, l'anglais comme langue pivot, ça semble évident. Et là, vous allez voir des preuves. Alors là, c'est une annonce d'un concert qui est en janvier dernier. Alors, voilà, donc tout est en turc, ça se passe à Istanbul, ok. Alors, qu'est-ce que ça donne sur Google? Sifir a rencontré les auditeurs de Borusan Music House. Vous voyez, donc au départ, c'était Music Heavy, donc c'était du turc, et ça vient de l'anglais dans la version française. Même chose, le dernier album de Turkish Experimental Music Anthology, vous voyez, Türk Deneysel Music Anthology, voilà, c'est du turc, mais dans la traduction française, ça vient de l'anglais. Autre chose un peu étonnante, vous voyez, le début, là, Henson, c'est en gros la dernière fois. Ça a disparu complètement, on ne sait pas pourquoi non plus. Alors, chez Microsoft, ça donne quoi? Alors, plus récemment, ça, au moins, le Henson ne disparaît pas. L'album turc, alors en français, Experimental Music Anthology. Donc là, vous voyez, il y a à la fois de l'anglais, du français, à nouveau Borusan Music House, et puis même le nom du groupe Sifir qui devient 0. Bon, voilà, là, on nous a même traduit le nom du groupe. Bon, vous voyez, ça donne des choses qui sont pas lisibles, et là, le passage par l'anglais, évidemment, n'aide pas les choses. Alors, dernier point, tout ce qui est écrit de type relâché. Vous voyez, c'est des choses qu'on retrouve sur Facebook, évidemment. Il y a des smileys, etc. Vous voyez. Et là, donc, il y a un mélange, il y a du... Bon, je vais passer rapidement sur l'exemple, mais vous voyez, sur Facebook, on se retrouve avec des bon, on ne sait pas trop pourquoi, d'où ça sort. Il y a des choses comme ça un peu étranges. Avec Google, pourquoi les martis sont-elles si races? Bon, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, dites-moi. Chez Microsoft, alors là, c'est amusant, c'est pourquoi la martie est-elle si pointilleuse ou pointilleuse, donc est en majuscule, la terminaison euse, par contre, est en minuscule. Bon, vous voyez des choses quand même très, très bizarres. Là, on voit que le système est complètement perdu. Hein. Il a du mal, en tout cas, à suivre. Voilà, donc ça, on est d'accord que ce type de texte-là, ce n'est pas du tout ceux de la Commission européenne. Là, la traduction, quelle qu'elle soit, est très, très problématique. Alors, ensuite, on enchaîne avec le luxembourgeois. Alors, c'est complètement différent, le luxembourgeois, parce que c'est une langue plutôt minoritaire. Il y a très peu de locuteurs, mais leur arrivée sur Google Traduction en 2016 avait fait parler. Alors, pourquoi? Parce qu'il y avait une sorte de fierté nationale au Luxembourg. On disait, ça y est, notre langue fait enfin partie de Google Traduction. Il y a beaucoup de langues qui luttent justement pour apparaître dans ce système. Vous voyez, ça donne une fierté finalement à la langue parce que, ça y est, c'est une langue importante. Alors, je vais vous donner deux exemples. C'est d'abord un extrait de l'hymne national et puis l'autre, c'est un passage d'un discours du Premier ministre luxembourgeois. Donc, deux genres assez différents. Alors, on va commencer par l'hymne national. Alors, on vous parle de l'Alzette et de la Sûre, qui sont deux rivières alors, ça donne quoi? Alors, où l'Alzette arrose champs et prés, les rochers se baignent. Bon, alors il n'y a pas d'accord entre rocher et se baigne, puis la Sûre, elle a complètement disparu. Bon, voilà, le résultat n'est pas très probant. Alors, voilà une traduction humaine. Hein. Voilà, vous voyez à peu près ce qu'on devrait attendre et on voit la différence. Alors, l'autre extrait, c'est donc un discours du Premier ministre. Vous voyez, alors le Luxembourg est un pays, blablabla. Ça donne quoi dans la traduction? L'Irlande est un pays qui, dans le passé, toujours améliore, etc., ont été perçus forward look et amélioré. On voyait un peu, là, on est dans un bloubi-boulga où il y a de l'anglais qui apparaît, on ne sait pas trop pourquoi. Et ce qui est amusant, donc, c'est le Luxembourg qui devient l'Irlande. Alors, à l'époque, si on tapait séparément, Letzeburg, ça donnait bien Luxembourg. Mais dans la traduction, vous voyez, là, on voit l'influence de la statistique, hein, où visiblement, l'Irlande est un pays, fonctionne mieux que le Luxembourg est un pays. Mais bon, ça a fait un petit scandale au Luxembourg parce qu'à l'époque, on s'est dit, mais c'est quoi ce résultat? Voilà. Vous voyez, les gens étaient heureux que le luxembourgeois arrive, mais quand on voit des choses comme ça ne marche pas. Alors, j'ai refait l'essai en mars dernier sur ces
mars dernier, non, 2019, ça fait un peu plus encore, l'année dernière, donc, sur ces exemples. Alors, celui-là, c'est bon, d'accord, le Luxembourg est un pays, blablabla. Franchement, c'est une bonne traduction, ça marche très bien. Donc voilà, là, les problèmes de départ ont été réglés. Maintenant, l'hymne luxembourgeois, ça donne quoi? Ça donne ça. Si l'ignorant parvient à voir les chuchotements, la tristesse s'éteint, bon, j'ai du mal à expliquer. Ça n'a plus rien à voir avec le texte de départ. Et on arrive à quelque chose d'étonnant, en tout cas qui n'a plus aucun rapport. Alors, j'ai refait l'essai il y a 2-3 semaines. Alors, la traduction du texte de départ est un peu différente, mais elle est toujours bonne, d'accord, hein, on peut comparer. C'est légèrement différent, mais globalement, ça fonctionne toujours bien. Alors, celle-là, ça donne quoi? Là où la rivière coule à travers les prairies, les rochers se brisent à travers les rochers. Bon. Là, à nouveau, l'alzette, il manquait l'assure dans le premier exemple, l'alzette a aussi disparu, donc les noms de rivières disparaissent, les rochers se brisent à travers les rochers, je ne sais pas trop, vous voyez, là on voit à nouveau, on est perdu, hein, on est dans quelque part qui n'est pas en tout cas du français. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas retrouver ce phénomène de Google bombing sur Google Traduction? Parce que là, le luxembourgeois, ça donne des résultats tellement bizarres que la question se pose. Pourquoi? Parce que lorsqu'on demande aux utilisateurs de noter une traduction et de proposer une solution, le résultat forcément est différent qu'une langue qui a des millions de locuteurs et une qui n'en a que des dizaines de milliers. On peut imaginer que quelques dizaines de personnes se mettent d'accord et puissent changer les résultats en fait. Des phénomènes de Google bombing, on en a trouvé il y a quelques années entre l'ukrainien et le russe, par exemple. Donc vous aviez Russie qui était traduit par Mordor. Entre l'espagnol et l'anglais, il y avait Justin Bieber écrit en plus avec une faute d'orthographe qui devenait idiot en anglais. Voilà. Oui, si on arrive à faire ça entre l'espagnol et l'anglais, vous voyez bien que pour le luxembourgeois, finalement, c'est relativement facile. Donc voilà, moi, c'est une question que je pose, hein, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, pourquoi on se retrouve avec des formes qui sont aussi différentes du texte de départ? Voilà, la question se pose en tout cas. Et je ne suis pas sûr, vous voyez, que laisser les locuteurs finalement donner leur avis, ce soit une bonne idée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit facétieux. Voilà. Alors, maintenant, pour terminer, je vais essayer de voir ce qui fonctionne en traduction automatique. Alors, exemple classique, c'est le système météo de l'Université de Montréal. Ça marche très bien. Pourquoi? Parce qu'on a un vocabulaire, une syntaxe très restreint. Tout ça est très contrôlé. Il y a toujours les mêmes schémas qui reviennent. Donc voilà, quand on a quelque chose de très limité, ça marche très très bien. Et ça fait longtemps que ça fonctionne. Alors, maintenant, je vais citer Jean Senelard de Sistran qui disait quelque chose qui m'a intéressé. Il dit il est beaucoup plus facile finalement d'entraîner un moteur neuronal spécialisé dans un domaine d'activité spécifique, comme, alors là, j'ai des têtes devant, je ne vois pas bien toute la citation, mais bon. Il dit avec 500 phrases extraites d'un corpus de traduction fourni par un client et 2 jours d'entraînement, on peut aujourd'hui formater un système professionnel, le tout avec des résultats beaucoup plus performants que ceux de Google Translate. Ça, vous voyez, c'est intéressant de dire finalement, qu'est-ce qu'il nous dit là? En 2 jours, avec un corpus d'entraînement bien spécialisé, j'arrive à faire des meilleurs résultats que Google Translate. Bah, peut-être parce que justement, quand on est dans un domaine bien spécifique, avec une syntaxe bien spécifique, évidemment que c'est beaucoup plus simple. Alors, moi, j'en viens à cette question du genre qui, moi, m'intéresse en linguistique aussi. Alors, premier problème, c'est que tous les modèles de traduction neuronale continuent à parler de mots, hein, les corpus de millions de mots, etc., les plongements de mots, alors que, bon, je vais dire une banalité, mais on ne traduit pas des mots, on traduit des textes. Alors, maintenant, on commence à parler de plus en plus de phrases, mais même ça, vous voyez, je trouve que souvent, les phrases dans les discours, ça reste des suites de mots, finalement. Et la notion de genre, elle me semble la plupart du temps inconnue. Le problème, c'est qu'on traduit des textes, donc ils viennent de corpus dont on ne connaît pas le genre, on ne sait pas quels sont les modèles qui sont utilisés, d'où viennent les genres qui sont employés, oui, pour entraîner le système. Et on a l'impression que tous les textes devaient se traduire sur le même modèle. Et ça, on voit que ça ne fonctionne pas, justement. Alors, pour le dire autrement, la traduction automatique, moi j'ai l'impression qu'elle fonctionne en aveugle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le traducteur humain, il a une vision globale du texte. Hein. C'est ce qu'on dit toujours aux enfants. Hein. Lisez le texte en entier avant de commencer à traduire. D'accord? Et ça, le logiciel n'a pas ça. Et c'est Rastier qui disait ça, le global détermine le local. Et le problème, c'est que la traduction automatique, elle ne connaît que le local. Elle n'a jamais cette vision globale. Et à partir de là, c'est forcément problématique.
Alors, il y a plein d'études sur le genre qui se développent aujourd'hui. Donc, je cite Christophe Gérard, Rastier évidemment. Et qu'est-ce qui ressort? C'est que, évidemment, chaque genre implique des particularités, un lexique qui est vraiment spécifique. Et qu'est-ce que je vois, moi, quand je regarde des exemples de traduction réussis par les chercheurs, c'est chaque fois des textes journalistiques. Parce que le texte journalistique, c'est peut-être ce qui nourrit justement le moteur de recherche. Et donc, c'est beaucoup plus simple, finalement, de faire travailler le système sur ce même type de texte. Vous voyez, la question du genre, là, elle me semble importante. Parce qu'on a vu, là, avec les écrits relâchés, que ça ne fonctionne pas du tout. Pour le luxembourgeois, on voit que le discours du Premier ministre qui se rapproche du genre journalistique, ça y est, on y arrive. Alors que je vais le mettre là. L'autre exemple, l'hymne national, quelque chose de beaucoup moins prosaïque, ça pose toujours un problème. Vous voyez, c'est toujours pas réglé quelques années après. Donc voilà, moi j'ai quand même cette impression que si on prend en compte le genre, évidemment, ça donne des meilleurs résultats. Alors là, je vous cite Thierry Poibaud qui a beaucoup travaillé sur la question. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit les textes sur les réseaux, donc Tweet, Instagram, etc., il dit sont écrits dans une langue très différente de ce qu'on trouve sur le web en général. Et donc, il dit les emplois non standards, la première personne, les invectives, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve et qui pourtant ne sont pas dans les corpus d'entraînement. Alors, enfin, un des derniers points, c'est la question linguistique tout court. En fait, ce que nous dit Thierry Poibaud, c'est que comment ça marche ce système-là de plongement de mots? Il dit que ça fonctionne bien avec une langue, avec une morphologie pauvre, avec beaucoup de données disponibles, mais ça marche beaucoup moins bien pour les langues à morphologie riche. Et là, mes exemples, c'est quoi? Justement, c'est une langue agglutinante comme le turc. Et ça, il le dit, les résultats peuvent être mauvais même pour les langues agglutinantes. Alors qu'il y a quand même des bons résultats. Vous avez vu, parfois c'est réussi. Et il dit les langues à morphologie riche aussi, ça peut poser des problèmes comme les langues slaves. Et il dit voire l'allemand. Et là, le luxembourgeois, évidemment, est proche de l'allemand. Donc voilà, moi, ce que j'en conclus finalement, c'est que le système neuronal, il correspond parfaitement. C'est quoi le portrait robot d'une langue à morphologie pauvre avec beaucoup de données disponibles? C'est l'anglais. Le système linguistique à règles qui existait avant fonctionnait justement mieux avec des langues agglutinantes, vous voyez. Mais évidemment, aujourd'hui, puisque ça correspond à l'anglais, c'est celui-là qu'on adopte. Et donc, quand on parlait tout à l'heure on passe forcément par l'anglais, ça semble finalement assez logique, parce que l'anglais correspond vraiment bien à ce système neuronal. Ton micro s'est coupé il y a 15 secondes, Jean-Louis. C'est moi qui ai dû appuyer. Vous m'avez entendu avant ou pas? On en était à système neuronal. Ah, bon, ok. Bon, je ne sais plus ce que j'ai dit avant. Je recule un tout petit peu. Non, je ne peux pas reculer là. Bon. Je vais essayer de ne pas me couper encore. Donc, je disais, ça marche très bien pour l'anglais, hein, d'accord? Et que c'est pas sûr que ça marche aussi bien pour d'autres langues. Donc, quand on utilise l'anglais comme langue pivot, évidemment, c'est utile de ce point de vue-là, parce que le système neuronal fonctionne très bien avec l'anglais. Alors, je vais essayer de me retrouver, parce que là, je ne vois plus ma souris, en fait. Ma souris qui a disparu. Voilà. Alors, je vous disais, le système à règles fonctionnait bien avec une langue agglutinante. La traduction neuronale, par contre, ça fonctionne mieux avec l'anglais qu'avec d'autres langues. Autre problème, l'utilisation d'une langue pivot, elle a des avantages dans ce cadre-là, mais elle a aussi des inconvénients. D'accord? Vous voyez que, par exemple, tout ce qui est non propre, ça pose de gros problèmes parce que finalement, ça nous les change en anglais, et puis après, on nous dit, oui, mais de l'anglais vers le français, on ne traduit pas les noms propres, donc on les garde en anglais. Alors, quelqu'un en a parlé tout à l'heure dans les commentaires, Facebook vient d'annoncer un nouveau système depuis le 8 novembre, je crois, donc qui ne passe pas par l'anglais. Alors, moi, je suis allé voir, je n'ai pas vu de différence pour l'instant. En tout cas, rien de... Pour mes exemples, à luxembourgeois, ou dans le luxembourgeois, je n'avais pas, mais juste pour le turc, hein, j'ai vérifié. Pour l'instant, je ne vois pas de différence. Donc, est-ce que vraiment ça va améliorer les choses? J'attends de voir. Enfin, la question du genre, qui me semble, moi, vraiment importante du point de vue linguistique, ça implique quoi? Ça implique finalement que des systèmes spécialisés seront toujours plus efficaces qu'un système généraliste comme Google. Et donc, je pense que si on veut vraiment avoir quelque chose qui fonctionne, c'est de ce côté-là qu'il faut aller chercher. Voilà, je crois que j'ai fini, et voilà, merci. Merci beaucoup, Jean-Louis Vaxelaire. Tu as effectivement tenu parfaitement la règle des 20 minutes. Et finalement, on termine en gros sur un
un plaidoyer pour l'hybride, mais pas l'hybride au sens qui en a été donné tout à l'heure, c'est-à-dire un hybride humain-machine, mais plutôt un, une traduction automatique hybride avec du neuronal et puis quelques règles. On pourra peut-être en reparler dans la discussion, mais ce n'est pas le temps de la discussion car c'est plutôt le temps donc